dauphinois d'abord. Voilà, donc essayez de nous dire si, parce que là on est en train de vous exposer la maquette du M2, mais en réalité aujourd'hui, le master 221, c'est un master qui comprend une première année qui se déroule dans le cadre du master droit des affaires et fiscalité, et une deuxième année qui est le master 221 historique, j'allais dire. Mais c'est vrai que les étudiants peuvent postuler pour rentrer directement dans le master droit des affaires et fiscalité dès le M1. C'est un peu une nouveauté parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment un master droit des affaires et fiscalité. Donc, dès l'année prochaine, il y aura un master dédié droit des affaires et fiscalité, c'est-à-dire un master, un M1 fait avec le 214. Donc, le 214 qui est le master droit des affaires à Dauphine. Alors ça, c'est que pour la première année de Voilà, master. ça c'est que pour la première année. Après, en deuxième année, évidemment, vous choisissez, soit vous faites le droit des affaires, soit vous faites évidemment le 221, c'est-à-dire le droit fiscal. Moi, mon rôle dans le cadre de ce master, c'est de compléter ce que fait Emmanuel Dean. Emmanuel Dean, c'est un grand avocat fiscaliste qui est également maître de conférence à l'université, qui a fait sa thèse en droit fiscal. Donc c'est un grand fiscaliste. Moi, je ne me prétends pas du tout grand fiscaliste. Je fais du droit fiscal en amateur, entre guillemets, parce que ça fait depuis quand même longtemps que je fais du droit fiscal et j'ai dirigé quelques revues de droit fiscal, mais c'est vrai que je ne passe pas toutes mes journées à faire du droit fiscal. Et donc, mon rôle dans le cadre de ce master, c'est plutôt d'aborder les matières périphériques, mais indispensables pour bien comprendre la fiscalité. Alors je Donc, les précise, matières... Massard Oui. est grand spécialiste de droit des sociétés. Donc voilà, mes grandes spécialités, c'est, moi j'ai fait une thèse sur le régime juridique de la cession de contrôle. Et la cession de contrôle, c'est également une problématique fiscale, hein. Et je suis plutôt sollicité pour toutes les questions de M&A, de contentieux, fusion-acquisition, même si j'ai de plus en plus, c'est vrai, de consultations en matière fiscale. Parce que, évidemment, la fiscalité, c'est compliqué et il y a certains sujets qui demandent plusieurs compétences. En particulier, il faut bien s'y connaître en droit des sociétés. Souvent, on s'aperçoit que l'administration fiscale, là, je suis sur un dossier où on voit que une cession d'action ou un apport d'action, c'est la même chose. Bon, on expliquera quand même que c'est juridiquement pas du tout la même chose, hein, parce que une vente, c'est pas un apport. Donc évidemment, si vous partez avec l'idée que c'est la même chose, vous arrivez à des aberrations. Donc il y a des aberrations parfois juridiques, donc il faut éviter évidemment de les commettre, ou il y a des aberrations complètement financières, c'est-à-dire qu'ils partent d'approches sans comprendre qu'en réalité, par exemple, quand vous faites un apport de titre, c'est pas juste un échange de titres et puis ce que vous avez reçu équivaut à ce que vous avez donné, parce qu'effectivement, vous avez des droits sociaux que vous avez en retour, par exemple, mais d'une société qui peut avoir un actif très différent et donc avec des risques très différents. Donc le niveau de risque étant pas le même, c'est pas du tout équivalent. Il n'y a pas une équivalence absolue. Et là encore, si vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est que le risque au niveau financier, vous avez du mal à comprendre la logique, vous voyez, de tous les titres financiers. Et donc derrière, les logiques éventuellement fiscales. Donc moi, mon rôle, c'est de, non pas d'approfondir, mais de vous donner les éléments indispensables de compréhension de ce que c'est qu'aujourd'hui la finance, aussi bien la finance d'entreprise que la finance de marché, de vous donner quelques clés sur la comptabilité. Évidemment, la comptabilité, c'est un peu le nerf de la guerre de tout fiscaliste, mais c'est vrai que la comptabilité, aujourd'hui, c'est aussi les comptes consolidés. Donc, il faut que les étudiants comprennent ce que c'est que les comptes consolidés. On n'est pas là pour former des comptables, hein, on est là pour former des fiscalistes, mais au moins, il faut une bonne compréhension des comptes. Et puis, il y a bien sûr le droit des sociétés, toutes les approches juridiques en matière de M&A. Tout ça, c'est un environnement qui est indispensable pour une bonne compréhension des problématiques en fait de notre client. Et notre client, c'est l'entreprise.
Donc l'entreprise, Emmanuel vous l'a dit, soit c'est une entreprise individuelle, soit c'est un groupe d'entreprises et c'est plutôt des groupes internationaux. Notre ambition, c'est plutôt de former des fiscalistes qui pourront gérer des problématiques fiscales de groupes internationaux. C'est pour ça qu'on a une approche logique et par complexité, c'est-à-dire qu'on a un premier semestre sur l'entreprise en tant que telle, l'entreprise, comment gérer les problématiques fiscales de l'entreprise, et puis après un second semestre, normalement un peu plus compliqué évidemment, dans le groupe de sociétés, avec les relations entre les différentes sociétés, les relations avec les filiales étrangères ou les sociétés mères étrangères, donc avec des règles évidemment plus complexes. Donc on va, oui, une approche progressive vers de plus en plus de complexité. Le but étant de former des étudiants qui seront directement opérationnels pour rentrer en cabinet au moment de leur stage. C'est ça notre objectif, c'est de faire en sorte que le premier jour de l'arrivée en stage, c'est-à-dire au 1er avril, vous soyez déjà opérationnel, c'est-à-dire que vous ayez suffisamment de connaissances, que vous ayez également suffisamment de compétences, de savoir-faire, puisque vous aurez eu des jeux de simulation qui vous auront permis de savoir ce qu'on attend de vous réellement dans les cabinets. Et puis, le but, évidemment, c'est en cabinet vraiment d'avoir une mise en pratique. Et ce n'est qu'à la fin des 3 mois de stage qu'on pourra vraiment considérer que votre formation est achevée dans le cadre du Master 221. Le Master 221, on sait aussi que votre formation ne sera pas totalement achevée. L'essentiel des étudiants passent le CRFPA par la suite. Donc, il y en a certains qui le passent dans le cadre du Master 221. Donc, on laisse généralement le mois de novembre. Le planning est allégé pour permettre aux étudiants à la fois de réviser et de passer leurs épreuves. Donc, on sait très bien qu'effectivement, les étudiants passent le CRFPA, enfin, les étudiants, certains étudiants, là, cette année, on en avait une dizaine, passent le CRFPA pendant le master et on l'accepte parfaitement. Mais on sait aussi que les étudiants qui n'ont pas passé l'année en cours le passeront l'année suivante. C'est d'ailleurs pour ça que le planning a été organisé pour que le stage s'arrête en réalité juste avant, enfin à la fin du mois de juin, pour vous permettre de faire des préparations pour les écrits du CRFPA qui auront lieu en septembre, début septembre. Donc vous avez les fameuses prépas qui ont lieu durant l'été, juillet, août. Et donc normalement, vous faites un stage avril, mai, juin, vous voyez les 3 mois. Et puis à la fin juin, vous commencez à faire votre préparation au CRFPA. Il y a des étudiants également chez nous qui partent faire des LLM, des Master of Law. Là encore, on a des accords. Il y a NOIU là, qui nous tanne pour nous dire mais envoyez-nous des candidats. Donc, ça fait depuis très longtemps qu'on connaît tous les directeurs des bonnes formations, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. On a des très bons, c'est une question aussi relationnelle. On leur envoie souvent des très bons candidats. Et donc, comme on leur envoie de très bons candidats, évidemment, en retour, ils veulent qu'on leur envoie chaque année de bons candidats. Bien évidemment, les formations à l'étranger sont souvent des formations assez onéreuses, donc tout le monde ne peut pas y accéder. Mais généralement, on vous aide parce que même si ça paraît assez cher, il y a quand même des moyens de financement pour pouvoir évidemment compléter le Master 221 par des formations, alors là encore plus élitistes, comme NOIU par exemple, qui prend en général un seul Français par an, pas plus, dans le Master de droit de fiscalité internationale. Donc voilà, c'est une formation qui se veut très opérationnelle dans la mesure où vraiment on n'est pas là pour former des théoriciens du droit fiscal. C'est pas notre objectif. C'est vraiment notre objectif, c'est former de fiscalistes qui sont opérationnels aussi bien pour les cabinets d'avocats d'ailleurs que pour les directions fiscales. Il y a pas mal de directions fiscales qui nous réclament des étudiants, mais pour tout vous avouer, les étudiants préfèrent aller dans les grands cabinets
généralement plutôt anglo-saxons, il faut quand même avouer, donc qui font de la fiscalité. Donc voilà, donc notre cible, elle est là. Donc on est évidemment très exigeant. Pourquoi on est très exigeant au niveau de la sélection? Pour la simple et bonne raison, c'est que les grands cabinets de lawyers, comme on dit, sont très exigeants au niveau de leurs stagiaires. Oui. Donc on ne prend jamais un étudiant qui ne serait pas pris chez un lawyer. Et donc c'est ça notre critère de sélection, il est là. Et chez les lawyers, donc ils prennent évidemment des très bons fiscalistes, donc ils sont très bons au niveau technique, mais ils prennent aussi, il faut déjà le mesurer, des gens qui sont capables de s'intégrer dans les équipes. Parce que dans tout cabinet d'avocats, on ne travaille pas seul, on travaille dans une équipe. Et il faut pouvoir travailler avec d'autres personnes. Donc les aspects compétences relationnelles, intelligence, aujourd'hui on parle de l'intelligence émotionnelle, ça rentre en ligne de compte. Vous voyez, c'est des éléments qui aujourd'hui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que l'aspect académique, il y a aussi l'aspect professionnel. Est-ce que vous avez des aptitudes pour être un bon professionnel, sachant qu'un fiscaliste professionnel, vous le voyez avec Emmanuel Dean, c'est quelqu'un qui a un très bon sens du contact. Vous devez avoir un très bon sens du contact, vous devez avoir un bon sens de la négociation. Voilà, parce que vous avez des clients d'un côté, vous avez l'administration fiscale de l'autre. Voilà, il faut savoir négocier, il faut savoir s'exprimer clairement, il faut savoir être calme dans des situations parfois stressantes. Voilà, ça, c'est ce qu'on attend d'un fiscaliste. Au-delà de ses simples compétences techniques, c'est-à-dire celui qui connaît bien les règles et qui sait jusqu'où on peut aller et jusqu'où il ne faut surtout pas aller pour ne pas avoir de problème avec l'administration fiscale. Mais justement, cette réunion, elle a aussi pour but de vous permettre de vous exprimer et de nous poser des questions. Donc, on est là aussi pour répondre à vos questions. Donc, on voulait savoir si vous aviez des questions et si on pouvait y répondre. N'hésitez pas à lever votre Vous micro et à pouvez nous nous poser des dire questions. Alors, il y des a, Dauphinois ou pas? Est-ce qu'on peut faire juste ce petit il y a sondage? Voilà. Artamon. Alors, Artémon, on va vous Oui, oui, écouter. bonsoir messieurs. Merci déjà pour votre présentation du master. Moi, je suis étudiant en droit des affaires à Aix-en-Provence, donc Mhm. pas de Dauphine. Avec Et Olivier Légrin. exactement. Et je me demandais justement si, voilà, j'avais regardé un petit peu les anciennes promotions du 221. J'ai un ami qui l'avait fait il y a quelques années, et je voulais savoir, voilà, si vous recrutiez quand même un nombre significatif d'étudiants qui ne sont pas de Dauphine, parce que je sais Alors, que le master est très prisé auprès aussi des Dauphinois du master 1. Je me Alors, demandais. c'est une très très bonne question qui intéresse évidemment tous ceux qui ne sont pas de Dauphine. Alors, il faut savoir, c'est qu'à Dauphine, on est dans un format très particulier comme université parce que on est ce qu'on appelle une graduate school, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de master que de licence. Et même, on a beaucoup plus d'étudiants en master qu'en licence. On est sous forme de pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'étudiants au niveau des M2 qu'au niveau de la licence, première année de licence. Ce qui peut paraître bizarre parce que normalement, dans une université classique, on a beaucoup d'étudiants en licence 1 et puis il y a une sélection qui s'opère et il y a moins d'étudiants tout en haut de la pyramide. À Dauphine, c'est exactement l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Parce que Dauphine a tout focalisé depuis l'origine plutôt sur les troisième cycles, qui sont aujourd'hui donc des masters. Et donc Dauphine est connu pour ses masters. Ouais. Donc les licences sont venues se greffer en fait plus tard. Donc on a assez peu d'étudiants en licence et pour tout vous dire, là je les ai eus tout à l'heure, nos étudiants de licence, ils sont très précisément 45. Il y a 45 étudiants en licence pour 11 masters de droit. Sachant que chaque master, vous avez au moins 25 étudiants. Et donc en fait, en troisième année, on a 300 places, alors qu'il n'y a que 45 étudiants. Vous voyez. Et les 45 étudiants, on les retrouve évidemment en M1. Donc on n'a que 45 étudiants en M1 pour un nombre de places relativement impressionnant en M2. Pour ce qui concerne le 221, ça veut dire concrètement que qui viennent du M1,
de Dauphine, il y en a généralement pas plus d'une dizaine. Donc, ça laisse au moins de la place pour au moins une quinzaine d'étudiants extérieurs. Chaque année, on recrute au moins une quinzaine d'étudiants qui ne sont pas de Dauphine dans le master 221. Et nous, on aime bien avoir des étudiants extérieurs. Pourquoi on aime bien avoir des étudiants extérieurs? Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les étudiants de Dauphine, on les connaît bien, on aime bien nos étudiants de Dauphine, mais parce que justement, comme vous allez travailler en groupe, les étudiants, par exemple, vous êtes avec Olivier Négrin, on l'adore, Olivier Négrin, on le connaît très bien, c'est un excellent fiscaliste, très bon prof de droit fiscal. Et du coup, vous, quand vous allez arriver, vous allez nous apporter aussi justement vos connaissances liées aux enseignements d'Olivier Négrin. Oui, chaque étudiant qui va arriver apporte sa propre compétence et va la partager avec les autres puisque vous allez travailler en groupe. Donc, il y en a certains qui vont être beaucoup plus déjà affûtés en matière fiscale, d'autres vont être beaucoup plus affûtés en finance, d'autres vont être beaucoup plus affûtés sur d'autres domaines. Et justement, le fait de faire travailler en groupe vous permet justement de bénéficier d'un écosystème relativement intéressant parce que justement, vous n'êtes pas tous dans le même moule. Oui. Vous allez arriver dans le 221 avec des profils quand même différents. Et c'est ça qu'on cherche, justement. Oui, ce n'est pas l'armée des clones chez nous. Tous les étudiants n'ont pas du tout le même profil et n'ont pas du tout le même bagage universitaire préalable. Donc Alors, voilà, donc on peut vous simplement, rassurer là-dessus. oui, voilà. Simplement, juste pour compléter ce qui vient d'être dit par Thibaut, la réponse est oui, c'est un grand oui. Déjà parce que on ne peut pas remplir le 221 seulement avec des étudiants de Dauphine, parce que, et c'est ce que je vous disais au début, les étudiants en général, bien souvent, veulent faire un master beaucoup plus général de droit des affaires ou de droit international des affaires. Et donc, on est sur quand même une niche, puisqu'on est sur une matière de spécialité. Et donc, il n'y a pas du tout assez d'étudiants de Dauphine en interne pour remplir le 221. Par ailleurs, on est ravi d'avoir des étudiants d'autres universités et absolument pas, au contraire, que des Parisiennes. Nous, on aime beaucoup les gens d'Aix, on aime toujours beaucoup aimer les gens de Bordeaux, les gens de Rennes. Et donc, nous, on est évidemment très ouverts à ça. Une promotion du 221, c'est entre 25 et 30 personnes selon les années. Et effectivement, comme vous l'a dit Thibault, le maximum de Dauphinois, c'est 10, hein, mais peut-être 8 parfois, je ne sais pas, mais c'est voilà. Donc il y a largement de la place, évidemment, pour des candidats de l'extérieur. Alors il y avait, Alors, oui, Henri de Lafargue qui a de la part. levé la main. Allez-y. Ah, on On ne vous vous entend entend pas pas, Henri. beaucoup. On ne vous entend toujours pas. C'est vrai que votre micro est levé, mais on ne vous entend pas. On vous entend pas. Allez-y. Non. Alors, on peut passer peut-être à Théo pendant que Henri. Y avait Anna. Il y avait Anna. Ah, il y Anna avait Isabelle. Anna Isabelle Villalobos. Allez-y, Anna Isabelle. Bonjour. Bonjour. Enchantée, merci pour votre présentation. Alors, je me présente, je suis en Master 1 de droit franco-espagnol à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Depuis ma deuxième année, très honnêtement, pour être sincère avec vous, je sais que je veux faire du droit fiscal. Dès que j'ai fait du droit fiscal à Madrid, j'ai su que j'allais faire ça. Donc, j'avais deux possibilités qui s'offraient à moi, soit recommencer un parcours plus général en France, refaire du droit et ensuite partir en master 1 droit fiscal, soit continuer dans mes études et dans mon parcours qui me plaît énormément, mais qui n'était pas forcément destiné à ce que je voulais à la fin, et voir que faire à la suite de mon master 1, c'est-à-dire faire un master 2 en droit fiscal. Donc, je suis assez sûre de moi dans le fait que je veux faire du droit fiscal l'année prochaine. Je veux également passer le CRFPA et être fiscaliste, mais j'ai besoin de savoir si le fait que je n'ai pas un parcours de M1 en droit des affaires ou en droit fiscal est pénalisant. Sachant qu'à côté de ça, je me suis donné les moyens tout de même d'avoir un dossier plus ou moins fiscal dans le sens où j'ai fait un DU en droit fiscal de l'Union européenne. J'ai des matières comme fiscalité des groupes de sociétés, fiscalité des entreprises, droit fiscal général, droit fiscal et finance de l'Union européenne, droit fiscal et financier, pardon. Enfin, j'ai fait de mon mieux pour ne pas me fermer les portes. Mais quoi de mieux que vous poser directement la question
de est-ce que c'est pénalisant ou pas? Alors, on peut vous répondre assez facilement. Donc, en fait, sur les critères de sélection, les critères, évidemment, le plus facile pour nous, c'est les critères académiques, parce qu'au moins, c'est objectif. Donc, il y a des critères académiques. On ne vous entend plus, Isabelle, vous parlez un peu dans Oui, Vous avez pardon. coupé le Je suis là. micro. Ce que je disais, c'est qu'on a les critères académiques, mais on n'a pas que les critères académiques. En réalité, on regarde en fait 3 éléments. On regarde après le niveau de langue. Alors, le niveau de langue, c'est plutôt l'anglais, mais en réalité, c'est vrai que vous faites espagnol. Ça peut aussi être espagnol. Ça pourrait même être une autre langue. Pendant un bout de temps, évidemment, on avait les Russes qui aimaient bien venir chez nous. On aimait bien aussi avoir des étudiants russes. Bon, là, avec la guerre, vous voyez bien que ça, c'est sûr qu'on n'en a plus. Mais voilà, on a parfois des étudiants allemands, on en a nettement moins, hein. Donc ça, c'est plus rare, les étudiants allemands. Mais on a des étudiants français qui font de l'allemand aussi. Et le troisième critère, donc on regarde la langue, ça c'était le deuxième critère, et on regarde aussi les stages. Parce qu'effectivement, il y a certains qui ont pu faire de bons stages dans de bons cabinets, et c'est vrai que c'est assez formateur. Alors c'est vrai qu'attention, je ne sais pas si c'est à Aix ou à Bordeaux, ils font parfois 15 jours à la DGFIP. Bon, ça reste que 15 jours. Oui, c'est pas la même chose que de passer 2 mois ou 3 mois chez Francis Lefebvre ou chez Fidal. Vous voyez, il y a quand même une différence. Mais donc, on regarde un peu tout, mais c'est vrai qu'on regarde tous les éléments, hein. Donc, vous avez Oui, bien fait de nous appeler parce que, bon, là, on ne peut pas vous répondre, évidemment, parce non. qu'on n'a pas votre dossier. Donc, Par principe, ça il est serait un peu évident vous. qu'on est ouvert. Donc, c'est Voilà. pas parce que vous n'avez pas fait un Master 1 estampillé fiscal, on va Ah oui, non, surtout regarder. pas. Non, Voilà, surtout pas. c'est Ça absolument pas déjà, oui. un obstacle d'irriement. Et on va Non, non. regarder, on va bien comprendre que vous avez fait du fiscal et que vous êtes très motivé pour le fiscal. Donc ça, on va regarder, puisqu'on regarde Oui, vraiment les candidatures. On fait pas. oui. Voilà. Oui, bien sûr. Non, Surtout. de toute façon, là, qu'on soit clair, il y a assez peu d'universités où il y a vraiment un Master 1 de droit fiscal pur. Il y a très peu d'universités en France qui font ça. L'immense majorité fait plutôt du droit des affaires. Mais à Sciences Po, par exemple, on a des étudiants de Sciences Po, ils ont à peine fait du droit des affaires. Ouais, c'est pas. Ouais, donc, on reste ouvert parce que justement, les formations. Donc, vous avez compris qu'on recrute des étudiants de toute la France et les formations sont très diverses d'une université à l'autre. Bon, on regarde à chaque fois, il y a parfois des formations qui s'ouvrent, qui produisent de bons étudiants. Parfois, on teste pour voir est-ce que c'est. Ouais, on prend le major de la formation pour tester. De temps en temps, on a de bonnes surprises. Oui, on reste toujours ouvert, on regarde ce qui se passe. Les choses évoluent assez rapidement. Vous voyez, en France, heureusement, les formations évoluent, tout évolue. Donc, on ne reste jamais cantonné sur des a priori. Non, on regarde. D'accord. Donc, vous avez bien fait de nous contacter en direct. C'est sûr que ça Aucune. permet de sensibiliser sur votre candidature. C'est une bonne chose. Mais vous comprenez qu'évidemment, là, c'est un peu sans dossier, c'est un peu difficile de vous Oui, oui, répondre. bien évidemment. Par principe, on n'est absolument pas fermé. Voilà, si ça vous rassure. Ça me rassure beaucoup, surtout que j'ai pas un problème, mais c'est assez délicat parce qu'en Espagne, les notes, elles sont sur 10. Et en France, comme tout le monde le sait, elles sont sur 20. Lorsqu'ils font la transposition des notes espagnoles à la France, en fait, à Paris 1, les notes sont pas du tout les mêmes. Ce qui est assez impressionnant, parce que par exemple, on peut passer d'un 8 sur 10 en Espagne à un 11 en France. Alors que, du coup, je sais pas et je me permets de vous demander également, est-ce que je peux vous faire part de mes notes espagnoles? Parce que de toute façon, j'ai pas mes notes françaises de L1 et L2, donc j'ai mes notes espagnoles, avec la vraie transformation, enfin que pour moi me semble logique, vu que c'est le double. Et après, bien sûr, vous donnez mes notes de L3, mes stages, mes langues, mon TOEFL, enfin tout ce qui va avec. Faites comme paraissez, là encore, on ne peut pas vraiment vous répondre. On ne sait pas pourquoi de 8 sur 10, ça passe à 11.
Normalement, je pensais que l'Espagne avait intégré l'euro, donc normalement, Moi aussi. ça devrait. Voilà, c'est pas, ils sont plus en pesos, donc il n'y a pas le cours Bon, du pesos qui entraînerait une voilà. dévaluation. Donc j'ai un peu du mal à savoir pourquoi. Moi, à titre personnel, je m'occupe de notre antenne à Londres, donc pour avoir justement sur l'Espagne, en fait, je m'en occupe pas, donc je ne sais pas pourquoi il y aurait un tel décalage. Je sais qu'avec notre antenne à Londres, nous, on essaye justement d'être très raccord, qu'il n'y ait pas de décalage sur la notation, justement. Oui, mais ça a On été une impose, surprise. on impose à nos collègues qui enseignent à Londres de noter de la même façon, avec les mêmes moyennes, Bien sûr. pour qu'on ça soit uniforme. Sinon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je ne Oui, sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, faites au mieux en essayant de bien nous sûr. expliquer pourquoi il y a des problèmes. Bon, on Je va le pas faire l'entretien de candidature, Tout de suite, oui, ça va être plus tard. Non, mais en tout cas, ne désolée. vous Alors, inquiétez pas et mettez tout ce que vous voulez, toutes les informations qui vous paraissent oui, nécessaires. oui, oui. Je le ferai. Et En tout puis cas, renvoyez-nous un merci. petit mail parce que votre dossier a l'air un peu compliqué. Vous nous faites en parallèle. Vous pouvez Je très le bien nous ferai. faire un petit mail en parallèle pour nous rappeler que vous avez un dossier un peu atypique. On a Bien sûr. parfois des dossiers atypiques. Euh, on a eu, par exemple, il y a quelques années, une Australienne qui était déjà avocate. C'était un peu bizarre. Elle était déjà avocate. Bon, mais elle expliquait qu'elle venait se marier en France, qu'elle était fiscaliste, etc. Donc, un dossier très atypique, évidemment un peu surdimensionné parce que déjà avocate, bon, on l'a quand même prise, oui, parce qu'on était ravis de la prendre. Elle n'était pas tellement, heureusement, pas tellement plus vieille que les étudiants. Mais c'est vrai qu'elle avait un niveau où on se demandait pourquoi elle avait besoin du 221. Bon, il fallait qu'elle maîtrisait moins bien le français, etc. Bon, mais c'était une très très bonne avocate, qui est d'ailleurs rentrée dans les meilleurs, dans des très bons cabinets d'avocats. Mais voilà, après, quand vous avez quelque chose d'atypique, c'est vrai qu'il faut nous informer avant. Et on gère, on doit gérer chaque situation. On va peut-être passer à Merci Théo. beaucoup. Merci à Ou Théo. Henri, parce qu'il était en numéro 2, mais est-ce que Ah là, il ouais, est c'est en vrai que mute. Henri, mais Est-ce que vous enlevez le mute? Ah, voilà. Est-ce que Henri arrive à se connecter? Ah Ben, bah on Henri, on vous n'entend entend toujours pas. toujours On pas, vous entend. malheureusement. Pardon? Oui, on vous entend toujours pas, Henri. Là, vous êtes mis en mute, donc là, on risque pas de vous entendre. Oui, Et là, vous avez enlevé le mute, mais pour autant, on vous entend pas. ouais. On vous entend toujours pas, Henri. On vous entend toujours pas. On est désolé. Essayez dans le fil de Si vous discussion, voulez nous dans écrire, peut-être. conversation, oui, écrivez votre message dans conversation. Puis on va peut-être passer à Théo Théo pour Mazzoli. voilà. Bonsoir messieurs, vous m'entendez bien? Oui, Oui. on vous entend très bien. Super. Moi j'avais une question qui était sur le même fil parce que j'ai découvert la fiscalité aussi dans un échange à Madrid aussi d'ailleurs, donc c'est marrant. Si vous regardiez, enfin, si vous attendiez d'avoir des étudiants qui postulent avec beaucoup de matières en fiscalité et comptabilité ou pas forcément, puisque bon, moi je suis en M1 affaires à Paris-Saclay. Bon, on en a ce semestre et on les aura normalement. Je ne sais pas quand sont les. Est-ce que c'est comme pour tous les masters, c'est entre mai et juin pour postuler? Oui, nous on C'est postule ça? plus, c'est plus tard pour ce qui concerne le 221. Ouais. Ok. Mais bon, pour répondre à votre question, j'ai un peu répondu déjà tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a très peu de masters en France qui ont des Master 1 véritablement, des Master 1 où on ne fait majoritairement de la fiscalité. En fait, même à Dauphine, on ne fait pas majoritairement, dans le Master droit des affaires et fiscalité, on ne fait pas majoritairement de la fiscalité en M1. Oui. Donc, on ne peut pas exiger du coup que vous ayez vu toutes les matières fiscales pour entrer dans le 221. Voire même, on part plutôt de l'idée que, bon, on va quand même reprendre les matières essentielles, vous voyez, parce que on ne sait pas ce que vous avez vu avant. Oui, donc, on n'est pas du tout exigeant sur le nombre de matières que vous avez vues préalablement. En revanche, c'est vrai que si vous n'avez vu qu'une seule matière et que dans cette matière, votre note, c'est 10 sur 20, bon, on sera tous d'accord pour dire que ce n'est pas vraiment un bon signal.
En revanche, il n'y a qu'une seule matière et vous avez 18 sur 20, bah, même s'il n'y a qu'une seule matière, on voit que bon, c'est une matière que vous avez appréciée. Oui, parce que pour avoir 18 sur 20, c'est que forcément, ça a dû vous plaire. Oui. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on analyse les dossiers. Oui. On ne regarde pas le nombre le périmètre de la fiscalité que vous avez pu aborder dans vos études antérieures. Ok. Et deuxième question que j'avais sur les entretiens. Mmh. Vous avez parlé qu'il y avait un entretien avec vous et après avec les étudiants. C'est deux Non, alors entretiens ça va être différents même ou... l'inverse, c'est-à-dire qu'en Ah, fait, vous allez passer avec un jury d'anciens. Alors, en fait, comme on fait ça maintenant en ligne, quand je dis un jury d'anciens, c'est plutôt avec un ancien. Donc, vous allez passer un entretien avec un ancien. Donc, lui, il va plutôt vous interroger sur les aspects plutôt langue, plutôt aspect. Lui, il n'a pas accès en fait à votre dossier, il aura accès juste à votre CV. Donc, vous voyez, il ne connaît pas vos notes en fait. Donc, lui, il va vous sélectionner comme s'il devait vous recruter dans son cabinet. Oui, donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme s'il y avait un entretien d'embauche, oui, pour rentrer dans un cabinet. Donc, faut l'appréhender comme ça, ce premier entretien. Et puis, vous avez un deuxième entretien avec moi et Emmanuel Dean, où là, c'est un entretien à la fois sur votre parcours antérieur, sur vos notes. Vous voyez, c'est un entretien un peu plus, j'allais dire, classique. Et on a le retour de ce qui s'est passé avec l'ancien. Oui. ok. On sait, voilà, on a un retour qui a été fait par l'ancien sur chaque candidature et voilà l'appréciation qui a été délivrée par l'ancien du 221. Et c'est un élément évidemment qui est pris en compte parce que si l'ancien nous dit ah ben non, cet étudiant-là de toute façon ne pourra jamais travailler en cabinet, il a beau être très bon, mais il est incapable de s'intégrer dans une équipe, c'est sûr que ce n'est pas un élément qui va nous inciter à vous prendre. Quel que soit par ailleurs, vous voyez vos résultats. C'est-à-dire que vous avez beau être le meilleur des meilleurs, on a refusé des majors parce que justement, les anciens nous avaient dit oui, mais il est peut-être très bon, mais c'est pas possible en cabinet. Oui, lui, il est très bon, mais pour travailler tout seul. Oui, il travaillera tout seul dans son cabinet, mais travailler dans un cabinet avec d'autres collaborateurs, non, ça ne marchera jamais. Donc il y a cet aspect relationnel qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un entretien avec les anciens. C'est que les anciens, ils sont déjà dans des cabinets, ils procèdent déjà à des sélections de collaborateurs et donc eux, ils ont déjà, vous voyez, ils ont leurs critères. Et donc c'est sûr que s'ils nous mettent un warning en nous disant non, non, pas du tout. En revanche, vous voyez, quelqu'un qui n'aurait pas des bonnes notes, mais ils nous disent ah, ce candidat-là, il est très bon. Bah, vous voyez, quand bien même vous avez un mauvais dossier universitaire, vous voyez, déjà, vous remontez dans la liste des candidats qui vont nous plaire. Vous voyez, parce que vous avez réussi déjà à convaincre un futur recruteur. Et c'est ce qui compte pour nous. C'est qu'on n'est pas là pour vous former, pour le plaisir de vous former. On est là pour que vous ayez quand même un travail à l'issue de la formation. Donc, si vous plaisez à de futurs recruteurs, c'est ça qui compte. Oui. Donc, on a de temps en temps, et d'ailleurs, ça nous surprend toujours, mais des étudiants qui ont un niveau moyen. Ouais, ce n'est pas les meilleurs de la promotion, mais on voit que c'est des étudiants qui plaisent bien aux recruteurs. Ouais, parce qu'ils ont un relationnel qui est très bon. Voilà, en fait, on sait que c'est des étudiants qui arriveront à bien s'épanouir en cabinet et d'ailleurs peut-être à gagner en compétences en cabinet. Donc, quand bien même les études, ça ne vous a pas passionné, et on peut vous comprendre, hein, parce que les études de droit, on fait tout pour vous dégoûter. Hein. Généralement, dans les universités traditionnelles, le but, c'est de vous dégoûter des études de droit. Alors, évidemment, quand on arrive à survivre, on est content. Mais c'est vrai que du coup, on peut ne pas avoir performé pendant sa licence et en réalité à être bon fiscaliste par la suite. Ouais, c'est pour ça qu'on est toujours on est prudent. Vous voyez, on sait que les notes, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel de la vie, les notes. Ok, Alors, vous avez répondu à ma question. Oui. On va peut-être passer à Henri à nouveau pour savoir si ça marche. Est-ce que cette fois-ci, ça marche?
Ah, bah ça y est, on Ah, vous entend. Ah, bon, voilà. parfait. Pardon pour mes petits problèmes de micro. Bon, Donc, moi aussi, pour ma part, je suis étudiant donc en M1 droit des affaires à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, comme Théo. Et ma question était d'ordre un petit peu plus pratique, de savoir quand et comment ont lieu les sessions de candidature, si c'est sur une plateforme interne à Dauphine ou si c'est sur une plateforme plus non, nationale. c'est. Alors, bah, c'est Master. Mon mon master. master, oui. Ouais, parce que ce sont des diplômes nationaux, et donc c'est mon master. Voilà, c'est mon master. Non, c'est mon master, oui. Bon. C'est mon master. Donc, il faut aller sur la plateforme de toute façon de Dauphine pour les dates. Je les ai plus en tête, mais nous, on est les derniers. Donc, D'accord. vous avez encore le temps. Là, il n'y a pas d'urgence au niveau des M2. Il n'y a pas encore d'urgence. Mais c'est vrai qu'il faut déjà, pour vous, bien réfléchir où vous allez postuler. Ça, c'est certain. Après, il faut commencer à constituer les dossiers. Pour ce qui nous concerne, nous, bah, on n'exige pas de travail, ce qui n'est pas le cas dans tous les masters de Dauphine. Dans certains masters de Dauphine, ils exigent un travail à rendre. Bon, pour le 221, ce n'est pas le cas. Il y aura peut-être marqué travail à rendre, mais en fait, le fameux travail à rendre, c'est uniquement avoir vos notes qui sont mises sous un fichier à part. Vous voyez. Donc, ce n'est pas vraiment un travail. Vous voyez, il n'y a pas de mémoire à faire. Vous voyez. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, on va repasser à Artémon. Oui, merci. Deux petites questions d'ordre un peu technique. Vous avez évoqué les entretiens, notamment celui avec l'ancien étudiant. Si j'ai bien compris, vous avez dit que ça se passerait en ligne. Parce qu'en fait, je vais être en stage cet été au Oui, Luxembourg. Et donc, je me demandais si on pouvait c'est en réaliser les ligne. entretiens entièrement en Oui, ligne. les entretiens sont en ligne parce qu'avec les anciens, c'est beaucoup plus facile parce que eux, ils peuvent le faire du coup en fin d'après-midi, début de soirée. Parce que bon, les anciens là qui vont vous faire passer les sélections, ils sont en activité. Donc évidemment, pour eux, c'est plus facile sur les fins de journée, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est en visio. Et puis en plus, ça leur permet de gérer leurs auditions. Et même pour nous, on le fait aussi en visio parce que, qu'on soit clair, à partir du moment où on sait qu'on recrute sur toute la France, vous voyez, vous faire venir d'Aix uniquement pour passer un entretien de 20 minutes, bon, D'accord, parfait. oui, quel est Oui, c'est plus simple. l'intérêt de vous faire venir à Paris pour 20 minutes d'entretien? Bon, ça n'a pas d'intérêt. Donc en visio, ça se passe toujours très bien. Donc, la Parfait. visio a explosé avec le Covid. Donc, on a été obligé de faire en visio avec cette période de Covid, mais on s'aperçoit qu'en réalité, ça se passe très bien. Et deuxième petite question un peu plus délicate, on va dire. Par rapport à la sélection, est-ce que vous auriez quand même un ordre d'idée par rapport aux moyennes qu'on doit viser? Parce que c'est toujours un petit peu dur de se... En La dessous de moyenne, 18, on ne regarde pas. Voilà. Non, en dessous de 18, on ne regarde pas. Non, Je me doute bien que c'est pas il faut selon les au notes, moins mais... une moyenne de 12. Parce qu'en réalité, à Dauphine, déjà, les étudiants, ils sont archi sélectionnés pour rentrer. Ils sont tous archi sélectionnés pour rentrer. Là, je vois les moyennes sur nos étudiants. Ils ont tous au moins 12, alors qu'on a tendance à être déjà un peu rigoureux dans les notations. Donc, ouais, ils ont tous 12 au moins. Celui qui a 12, d'ailleurs, c'est un peu le dernier. Ouais, donc, voilà. Si vous avez moins de 12, entre 10 Bien et sûr. 12, bon, c'est pas un bon critère pour ce qui nous concerne. Après, ça ne veut rien dire parce que si vous avez fait des bons stages, vous avez, je sais pas, un parcours un peu atypique, voilà. Alors après, Oui, encore une fois, les notes pour nous, c'est un critère facile, mais Oui, c'est pas on tout. sait très bien que c'est pas l'essentiel. Encore une fois, pour être très, très précis et compléter ce qui vient d'être dit, bien sûr, c'est une évidence que l'excès. Enfin, et d'ailleurs, on n'a pas inventé d'autres systèmes. Bon, on est quand même sur une formation qui est très sélective et donc on est à l'université, donc on va regarder l'excellence du parcours. Maintenant, encore une fois, il y a aussi la vie. On n'est pas des fous furieux, et on peut avoir des accidents de parcours, on peut avoir des trucs. Donc n'hésitez pas, on lit vraiment les dossiers. Donc n'hésitez pas à nous expliquer si jamais il y a eu Oui.
quelque chose qui vous est arrivé dans la vie, sans nous raconter nécessairement des détails qui ne regarderaient pas, mais en tout cas nous expliquer pourquoi il se peut que vous ayez une année. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, on regarde vraiment, on n'est pas des machines, mais on ne va pas vous mentir. On a quand même, je ne sais pas, chaque année, je ne sais pas, 500 ou 300 dossiers, 500 dossiers, ça dépend des années. Il y a 25 places ou 30 places, donc voilà. Bien sûr. Allez, il y a D'accord, Emmanuel. merci beaucoup. Alors, il y a Mathieu, il y a Emmanuel, pardon, avant. Il y a Emmanuel avant. Bonjour, je suis étudiant en Master 1 droit des affaires et fiscalité à Paris-Dauphine. Je suis d'ailleurs un de vos étudiants. J'aurais une question au sujet des stages. Est-ce que vous apportez une aide lors de la recherche de stage, notamment pour ceux qui n'ont malheureusement pas la chance d'avoir déjà un stage en fiscalité qui permettrait d'avoir un stage plus facilement? Alors, la réponse est la suivante. C'est que. Alors, la réponse est la suivante. C'est que ça fait partie, on considère que ça fait partie de votre formation de candidater et de trouver le stage. Après, évidemment, si jamais par malheur vous n'arriviez pas à trouver un stage, oui, on vous aide. Mais on ne vous fournit pas un truc clé en main. L'idée, c'est que vous postuliez, que vous soyez confronté à la réalité des candidatures. Mais c'est aussi bête que ça. Mais oui, si jamais il y a un sujet, on vous aide. Mais il n'y a jamais eu de sujet avec les étudiants du Master 221. Alors, il faut savoir que le 221, c'est une marque. C'est un peu une marque de luxe chez les fiscalistes, tout de même. Quand vous affichez sur votre CV, bah voilà, je viens du 221, c'est sûr que le milieu des fiscalistes, c'est un petit milieu. Le 221, c'est un master qui a 45 années. Donc, tous les fiscalistes, évidemment, connaissent le 221 et ils savent, tout le monde sait que le 221, c'est un master extrêmement sélectif. Il a toujours été sélectif. Et du coup, bah, pour le recruteur, déjà, c'est un bon point. Oui, il se doute que le candidat qui arrive du 221, a priori, va plutôt lui plaire. Après, évidemment, il fait passer les entretiens et oui, on ne garantit pas que l'entretien va bien se passer. Mais on n'a jamais eu à vraiment intervenir. Oui, parce que tous les étudiants, forcément, trouvent des stages uniquement avec le label 221. Ce n'est pas besoin de faire plus. Et on leur dit il faut mettre le 221 en relief pour que tout de suite le recruteur identifie tout de suite que l'étudiant il vient du 221, donc de Dauphine, donc forcément d'une formation sélective et plutôt exigeante. Voilà. On a là encore, j'ai fait le tour pas plus tard que mercredi, donc c'était quand mercredi, c'était hier, pardon, à demander qui n'avait pas de stage. En réalité, j'en ai un qui m'a dit je n'ai pas de stage. J'en ai dit mais alors qu'est-ce qui se passe? Il me dit en réalité j'ai déjà eu une réponse favorable pour un stage, mais j'attends la réponse d'un autre cabinet qui me plaît un peu plus, donc voilà, j'ai pas encore mon stage. Mais vous voyez, il a le choix entre deux, donc et c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt la problématique des étudiants dans le 221, c'est de leur dire attention, si vous engagez dans un stage, il faut savoir, c'est que vous allez avoir de toute façon plusieurs offres. Et quand vous avez dit oui à un cabinet, c'est très difficile de leur dire après, en réalité, je préfère aller chez le concurrent. Et ça, on n'aime pas du tout non plus devoir faire ça. Donc, au contraire, on préfère l'étudiant qui prudemment ne dit pas oui et attend d'avoir toutes les réponses avant de dire oui, plutôt que, voilà, on n'a pas de problème sur les stages. On n'a jamais eu et je pense qu'on n'en aura jamais, en fait. Non. Voilà, Emmanuel, vous êtes rassuré? Je vous remercie beaucoup. Combien vous avez eu en fiscal? 12,5. Ah bah c'est pas bien. Hein. Allez. C'est Mathieu Hagard. C'est pas bon. C'est pas bon. J'espère que vous avez des bonnes notes dans d'autres matières. Bonjour, vous On plaisante, Emmanuel. On plaisante. Ne vous inquiétez pas. On a à nouveau Anna, Isabelle qui reparlait ou pas? Et après, le temps passe quand même. Ou Mathieu, il y avait Mathieu, pardon. Il y avait Mathieu, ouais. Il y avait Mathieu avant. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, Mathieu. Pardon. Ah, si, ok, parfait. Désolé, je n'étais pas sûr, je ne voulais pas reproduire l'erreur. Merci pour vos explications. Déjà, j'ai deux questions personnellement.
La première, c'est juste pour vérifier quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure sur la procédure donc, de candidature. C'est sur la plateforme Mon Master, c'est ça? Même pour les Master 2? Justement, vous me posez une bonne question. On doit aller demain. Justement, on a une réunion sur la programmation de mon master, donc on a cru que c'était sur mon master, mais pour tout vous dire, tant qu'on Oui, n'a pas assisté à la il réunion me semble demain, que oui, mais il faut qu'on vérifie. Mais en tout oui, cas, il faut qu'on normalement, vérifie oui. parce Oui, oui. qu'effectivement, on a une Normalement, oui. réunion demain sur le sujet, parce que c'est nous qui programmons. Enfin, maintenant, on doit programmer, mais on a compris. Enfin, j'ai cru comprendre que c'était sur mon master, mais peut-être que j'ai mal compris. Parce que sur le site de Dauphine, en fait, il parle du site My Candidature. Oui, il y a Alors, My My Candidature. Candidature, Il mais y a alors, My Candidature qui est ouais, le truc qui est toujours été classique, mais ouais. je pensais que justement on passait à mon master. Mais peut-être Bon, que j'ai mal compris, hein, peut-être que j'ai mal compris. La réunion est demain, donc oui, j'ai pas. D'accord. Mais bon, en tout cas, peut-être que regardez, vous c'est aurez de resté meilleures My informations. Candidature. Si c'est resté My Candidature, bah, c'est sur le site de Dauphine. C'est pour ça que de toute façon, il faut aller sur le site de Dauphine. C'est là où vous aurez toutes les infos. Hein. Alors, Voilà. vous êtes sûr que c'est My Candidature qui est indiqué sur le site du Master 221? Mais en tout cas, sur le site My Candidature, il propose de candidater. Alors, pas encore, parce que les dates ne sont pas encore Ouais. ouvertes, mais il propose l'onglet candidater pour ce master-là. Bon, bah alors écoutez, c'est déjà bon signe. Mais il J'imagine que ça se paraît que mettra à My jour. Candidature était un truc purement dauphinois, mais il Oui. faut vérifier. Vous êtes où, vous, Mathieu? Moi, je suis en master à la Faco Paris. D'accord. Mhm. Et donc, d'ailleurs, Bah, c'était le sujet de ma deuxième question. Mais, mais est-ce qu'on peut. La question, c'est que j'ai vu que on ne s'est pas vraiment occupé parce que c'est pas. C'est un collègue qui s'occupe plutôt de gérer mon master, mais qui nous a demandé en urgence là, d'assister à une réunion donc demain sur mon master parce que ça nous implique. Mais justement, à partir du moment où nous on était impliqués, je pensais que c'était que du coup on était impliqués sur que ça changeait. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant son mail. Mais bon, peut-être qu'en fait, on est toujours sur ma candidature, mais ça ne change rien pour ce qui vous oui. concerne. Mais c'est tout à fait Mais possible que ça c'était ait une changé. question d'ailleurs que je voulais vous poser à vous en tant qu'étudiant. Est-ce que vous pouvez postuler pour les M2 avec mon master? Bah, en principe, non. Enfin, je crois pas que ce soit ouvert au Master 2. Je sais pas si d'autres étudiants peuvent peut-être me contredire là-dessus. C'était le sens de ma question, c'est que je crois justement que c'est fermé au Master 2 et que les autres universités nous avaient bien dit explicitement que ce serait en plateforme interne et pas par mon Master. Ok. Alors, D'accord, mais peut-être que vous avez Après, raison. après, dans le site de mon master, j'ai regardé pour les masters à Dauphine en cherchant suite fiscale, et il y en a certains qui disent entre parenthèses M1/M2. ok. Ah. Alors, Donc parce qu'en fait, ce peut-être. qui se passe, c'est qu'avec cette réforme qu'on met Ouais. en œuvre, et il y a beaucoup de choses qui changent à compter de 2025. En réalité, ce qui va se passer, mais là, je comprends que vous êtes essentiellement tous, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par le 221, mais qui voudraient rentrer simplement en M1 à Dauphine. Si autour de ce call, donc ça veut dire que ceux-là doivent passer Oui, par mon mon master. master, ça c'est D'accord. sûr. Pour le M1, Et c'est mon master, voilà. c'est sûr. Et en fléchant, voilà, pour être très précis, en fléchant que le choix, ce sera en rentrant dans le. Alors, c'est dans la mention droit des affaires. Plus précisément, à l'intérieur de cette mention, vous avez un parcours qui s'appelle droit des affaires et fiscalité. Et là-dedans, il vous sera demandé de flécher le master 2 de votre choix. En Voilà. revanche, il n'est pas impossible pour répondre à la question de Mathieu et la précision d'Henri que Il faut mettre déjà le directement 221. rentrer, voilà, pour rentrer directement en M2, il n'est pas possible que ce soit le site Ma Candidature. Voilà. Parce que Donc, même dans mon master, il n'y est pas le 221. Ok. Donc de toute façon, oui, pour les entrées en M1, autant vous le dire, on peut vous le dire aujourd'hui, de toute façon, les entrées en M1, en droit des affaires, là, ça risque de bloquer, de toute façon, pour les extérieurs. À mon avis, il y aura très peu d'extérieurs qui vont être pris dans le parcours droit des affaires et fiscalité et qui auraient coché la case « je veux faire droit des affaires par la suite ». En revanche, d'entrée de jeu, si vous avez coché la case donc droit des affaires et fiscalité et en M2 fiscalité, là vous avez des chances, d'accord, parce que voilà, c'est comme ça, il y a plus de place en fiscalité qu'en droit des affaires. Pour rentrer directement en M2, c'est vrai que peut-être que c'est my candidature. En fait, on n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Bon, moi, Regardez ça en tout cas. j'ai du mal comprendre le mail qu'on a reçu, pas Non, plus mais tard regardez, en urgence. il n'y aura pas de. Il faut que vous assistiez absolument
Bon, parce que nous, on est directeur de M2, on n'est pas directeur de M1, donc pourquoi on devait assister à cette réunion sur mon master, je ne sais pas du coup pourquoi. Du coup, mais voilà. Et donc Mathieu avait une deuxième question de savoir si on acceptait les gens de la Faco Paris, c'est ça? Ouais, C'est ça la exactement, question? vous avez tout deviné. Non, c'est par rapport aux universités privées, quel regard vous portiez dessus et est-ce Les qu'il- universités privées, non, on n'a pas on ne fait pas de chasse aux sorcières en disant que parce que vous venez d'une université catholique, forcément, on ne vous prend pas. Bien au contraire, on a vu qu'il y avait même une université catholique de Vendée, c'est ça? Oui. Donc on a vu qu'en fait, il y a les universités catholiques, en fait, il y en a un peu partout en France. Et il y en a une qui, justement, on en a pris un, on a testé cette année, un étudiant qui vient de l'université catholique de Vendée, où ils ont un master, eux, déjà fiscalité. Donc on a trouvé que c'était un peu original pour un master isolé en Vendée. Mais il est très bon. Le candidat effectivement est très bon. Il a été bien formé. Donc, vous voyez, on n'est pas, on teste. Il y a des bonnes formations qui s'ouvrent. Donc avec des bons candidats qui en sortent. Donc, on ne va pas se fermer des portes d'entrée de jeu en se disant, bah non, il est de la Faco ou il est de... Non, il faut regarder le dossier, c'est comme toujours. Il faut regarder les dossiers, il y a des bons candidats, ils ont fait des bons stages. Lui, par exemple, il a fait un stage chez Fidal. Évidemment, vous avez une bonne formation en fiscalité. En plus, vous avez fait un stage en fiscalité chez Fidal. C'est plutôt que du positif. Donc après, évidemment, on le prend. On en a pris qu'un pour voir, pour tester. Il est bon. Donc l'année prochaine, vous voyez, s'il y a des candidats qui viennent de là, évidemment, on va pas les rejeter. Donc, on ne va pas forcément les prendre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que peut-être contrairement à d'autres universités, à d'autres formations en droit qui sont souvent assez conservatrices, on est très ouvert d'esprit, donc on regarde. Et en fait, on regarde vraiment, voilà, on regarde les candidatures. Voilà. Retenez ça, si vous devez retenir. Voilà. Oui, il y a d'autres. On a des collègues, ils passent moins de temps pour les sélections, peut-être parce qu'ils ont plus de dossiers aussi, je ne sais pas. Il y a peut-être une auto-sélection qui s'opère à Dauphine, parce que le Dauphine, tout le monde sait que c'est sélectif. Alors évidemment, quand on dit une auto-sélection, on a quand même 500 dossiers. Donc, c'est l'auto-sélection. Mais c'est vrai qu'en M1, par exemple, on a 1500 dossiers. Donc, 1500 dossiers, là, la sélection, elle est très dure. Sachant qu'on va en prendre que 15 sur 1500. Donc, ça va être... c'est du ultra sélectif. Après, sur le M2, bizarrement, c'est moins sélectif puisqu'il y a 500. Alors là, en fait, le chiffre a un peu baissé avec la tubularisation, mais on est quand même toujours au moins à 300 dossiers. Et on est 300 dossiers, là, je vous parle que des extérieurs, et on va prendre une quinzaine d'extérieurs. Donc, c'est 15 sur 300. Donc, c'est très sélectif. Donc, en fait, les étudiants, ils le savent que c'est très sélectif, donc parfois, ils s'auto-censurent. Ils n'osent pas présenter en se disant, de toute façon, je ne serai jamais pris. Si vous ne candidatez pas, c'est sûr que vous ne serez jamais pris. Oui, ça, c'est comme jouer au loto. Oui, pour gagner, il faut avoir joué. Mais Mathieu n'a peur de rien. Les gagnants ont joué. Vous voyez. Mathieu n'a peur de rien puisqu'il va oser candidater avec son diplôme de la Faco. Voilà, donc après, sur la Faco, on sait que, par exemple, il y a la Faco de Lille. Eux, ils ont des accords, par exemple, avec Schema. Donc, les étudiants, souvent, ils ont un double diplôme. Ils ont la Faco et Schema. Alors, ça, c'est pas mal aussi, vous voyez, parce ça veut dire qu'ils sont formés aussi en matière de gestion. Ouais. Donc, on regarde tout, parce que chaque formation évolue, propose des choses nouvelles. Je sais qu'à la Faco, ils ont des accords pour avoir de temps en temps des LLM. Ils vous font partir 6 mois à l'étranger, voire parfois 1 an. Voilà, ça, c'est plutôt du positif, vous voyez. On aime bien les étudiants qui sont partis à l'étranger. Oui, à Rennes, ils font partir à l'étranger, avec Exeter, par exemple. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Anna-Isabelle, vous avez encore une question? Vous avez oublié de baisser la main. Oui, non, j'ai une dernière question. Est-ce que vous valorisez l'expérience en association et les jobs étudiants, par exemple?
Alors, les jobs étudiants en tant que tels n'ont pas d'intérêt. Montre que vous arrivez à vous débrouiller par vous-même, et ça, c'est plutôt, évidemment, toujours une bonne chose. Mais que ça soit un job en entreprise ou dans le cadre associatif, c'est la même chose. Vous voyez, parce que dans le cadre d'une association, parfois on a à gérer, on a parfois plus de responsabilités en association qu'en entreprise. Parce qu'en entreprise, si c'est pour vendre des burgers, bon, ça, vous aurez peut-être moins de responsabilités que si vous avez dû organiser le gala, par exemple, de Dauphine. Parce que le gala de Dauphine, il y a 800 étudiants attendus, il y a un monde fou, il y a un budget de 100 000 euros. Bon, ouais, les étudiants qui s'occupent du gala là, de Dauphine, ils ont de la pression parce que, évidemment, c'est quand même une grosse opération. Même si, en plus, c'est juste sur une soirée, mais on sait très bien que voilà, ceux qui auront réussi à gérer le gala de Dauphine, voilà, ils savent ce que c'est qu'une entreprise, entre guillemets, au sens de développer une activité, même si l'activité n'est pas lucrative en l'espèce. Mais voilà, ils ont eu forcément le sens du contact, ils ont dû aller voir le président de l'université, négocier avec lui, voire négocier avec moi aussi, négocier en cours là, pour avoir des subventions, ils négocient de tous les côtés, ouais, il faut avoir des subventions, négocier avec les fournisseurs, après il faut gérer la problématique de l'événement, paquet de débordements, donc gérer un service d'ordre, gérer David Guetta, je présente sur David Guetta, mais comme ils ne veulent pas nous donner le nom du DJ qui sera présent, mais vu combien il va nous coûter, je pense que ça va être quand même quelqu'un de connu, enfin on espère. Voilà, donc tout est comme ça. Voilà. Donc le côté associatif, au contraire, on regarde. Donc il y a le côté associatif, il y a, si vous avez été, par exemple, vous avez été, je dis Jeannette, c'est pas Jeannette maintenant, comment on appelle ça c'est pas les Jeannettes, c'est les scouts, pardon. S'ils avaient été fait un peu de scoutisme, bon voilà, ça montre que vous savez. Les tournois de débat aussi. Voilà, oui, non, mais tout est élément. Alors pourquoi on le prend en compte? Parce qu'en fait, un recruteur va le prendre en compte. Oui, parce que le recruteur, il recrute sur un savoir-faire, donc évidemment en matière fiscale, mais il recrute aussi un savoir-être, parce qu'il veut, oui, quand on recrute un futur stagiaire ou collaborateur, on recrute une personne qui va travailler avec vous quand même pendant 12 heures par jour. Bien sûr. Donc, on veut travailler avec des gens avec qui on est content de travailler. Ouais, il ne faut pas arriver au travail le matin en se disant ça va être l'enfer aujourd'hui. Travailler avec telle ou telle personne, c'est infernal, etc. Non, il faut une bonne ambiance de travail. Il faut arriver au travail le matin en étant content d'arriver au travail le matin parce qu'on a des bons dossiers, on a des clients sympathiques, mais aussi parce qu'on aime bien travailler avec les autres personnes de son équipe. Donc, ça, c'est un aspect très important. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe. S'il n'y a pas une bonne ambiance dans l'équipe, je ne sais pas comment les collaborateurs vont travailler intelligemment. Ouais. Et ça, c'est fondamental. Et pour mesurer ça, avant même de vous voir, sur le CV, ils regardent justement tous ces centres d'intérêt, ce qu'on appelle les centres d'intérêt, mais en réalité, ça permet de refléter qui vous êtes vraiment. Oui, est-ce que vous êtes ouvert? Oui, si vous mettez dans centre d'intérêt littérature, cinéma, voyage, en fait, tout le monde aime le cinéma, les voyages, donc en fait, ça ne révèle rien sur vous, et ça, c'est pas bon. Oui, il faut mettre des éléments qui vont plutôt mettre en relief un aspect que vous voulez mettre en relief par rapport à votre candidature. Donc, pour ce qui concerne le 221, il faut montrer que vous savez travailler en groupe. Donc, de faire partie d'une association, c'est forcément bien. D'avoir travaillé chez McDonald's, ça montre que vous savez travailler aussi en entreprise. Oui, c'est des éléments qui sont des bons signaux. C'est des bons signaux que vous envoyez. Comme notre présence dans cette visio. Comme la présence dans la visio, évidemment.
Ça montre là, alors la présence dans la visio, ça montre que justement, ça c'est un autre critère, c'est un critère de motivation. Ça c'est différent. Il faut savoir, c'est que, alors là aussi on n'en a pas parlé, mais c'est quasiment fondamental, c'est qu'on ne recrute que des étudiants qui aiment bien la fiscalité. Sûr. Parce qu'en fait, la fiscalité, c'est quand même une matière à part. Oui, soit on aime, soit on déteste. Il y a beaucoup d'avocats ou de juristes qui, de toute façon, n'aiment pas la fiscalité. Pourquoi ils n'aiment pas la fiscalité? Souvent parce qu'ils considèrent que c'est une matière trop compliquée pour eux, en fait. Ils n'aiment pas parce qu'ils voient bien que c'est compliqué. Donc, bon, bah, c'est leur choix. Hein. Ils ne veulent pas se lancer dans une matière compliquée. Bah, ça, c'est leur choix. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas la motivation, bah, du coup, forcément, vous ne pouvez pas faire le 221. Donc, effectivement, ça, avoir la motivation, ça, c'est sur le premier entretien avec l'ancien. En général, l'ancien, il va vous tester sur votre motivation pour la fiscalité. Donc, il sait que vous n'avez pas des compétences. Oui, il ne va pas vous faire un QCM sur la fiscalité. Ce n'est pas ça. Simplement, il va vous tester sur mais pourquoi vous aimez. Il va vous poser des questions, mais pourquoi la fiscalité? Oui, pourquoi vous voulez faire de la fiscalité? D'accord. Oui, donc il faut savoir déjà répondre à ce genre de questions. Pourquoi, qu'est-ce qui me plaît dans la fiscalité? De toute façon, je pense que c'est une question qu'on répond assez facilement quand on dit à nos camarades qui n'aiment pas le droit fiscal pourquoi on aime le droit fiscal. Et pourquoi vous aimez la fiscalité alors, Anna? Moi, j'ai l'impression que c'est un jeu d'échecs géant. Je réponds toujours la même chose. J'ai l'impression qu'on nous donne les règles du jeu et que c'est avec ces règles du jeu qu'on avance ou qu'on recule. Enfin, j'ai l'impression vraiment que c'est un jeu d'échecs. Mais contre qui alors? Ça dépend de quel point de vue on se Bah, pose. si c'est un jeu d'échecs, il faut un adversaire dans votre jeu. C'est qui votre adversaire? Bah alors moi, mon adversaire dans ce jeu d'échecs, je dirais que c'est quand même ceux qui ne savent pas bien utiliser les lois et ceux qui subissent la non-connaissance des lois. Je Alors, vous pense. voyez, moi j'aurais préféré que vous me disiez, bah, c'est l'administration fiscale. Parce que le Mais but, après, j'ai été la honnête. finalité, si vous vouliez défendre l'État et l'administration fiscale, il faudrait faire l'ENI, l'École nationale des impôts. Si vous faites l'École nationale des impôts, vous serez très bien formé pour être inspecteur des impôts. Si vous voulez défendre les entreprises, bah, vous faites le 221. Mais là, vous avez choisi votre camp. Ouais. Votre camp, c'est la défense de l'entreprise en tant que contribuable contre l'administration fiscale. Oui, donc, votre remarque sur le jeu d'échecs est très pertinent, mais ouais, il faut dire, bah, j'ai en face quand même l'administration fiscale. Et ça, c'est un peu plus intéressant, parce que du coup, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. L'administration fiscale, c'est... Bah voilà, c'est... Et donc, c'est ce qui est aussi plaisant, c'est que bah voilà, je suis tout seul avec mon cerveau, mais j'affronte l'État quand même, parce que l'administration fiscale, c'est l'État. Donc, je n'hésite pas à affronter l'État. Il ne faut pas avoir peur de dire à l'État, bah non, vous avez tort. Totalement. Ouais, oui, c'est ce qui plaît, c'est ce qui doit plaire aussi, c'est ce qui plaît dans la fiscalité, c'est de se dire, oui, mais oui, je ne vais pas avoir peur. Au contraire, non, même pas peur. Mais c'est ça, c'est l'administration fiscale ne pardonne pas une erreur, mais alors par contre, elle, si on a payé un plus ou quoi que ce soit, elle dit rien. C'est ce jeu-là. Bah, de toute façon, le but, c'est pas de faire de fraude fiscale. Hein. On vous enseigne Non, mais bien quelles sont les évidemment. règles et quels sont les impôts à payer. Hein. De toute façon, c'est pas le but de la formation de faire en sorte que vous alliez en prison. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Donc, de toute Heureusement. façon, on vous enseigne les règles. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on s'aperçoit que l'administration, qui est normalement soumise aux mêmes règles, qui devrait appliquer les mêmes règles, souvent ne les applique pas. C'est-à-dire qu'elle les déforme, elle interprète un peu comme elle l'entend. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à batailler. Il faut voilà, se dire, ben non, vous avez beau être l'administration fiscale, ben non, le texte, il a été rédigé par le Parlement. C'est le législateur qui fait la loi fiscale, c'est pas vous. Et ben non, j'estime que vous avez tort. L'administration fiscale est trop accrochée à sa propre doctrine. Ben, surtout quand on ne sait pas qui a fait la doctrine.
Parfois, on se demande qui est derrière la doctrine. Parce qu'on s'interroge sur mais qui a rédigé la doctrine. Quand on voit un certain passage, on se dit oh là, c'est bizarre. Je vais devoir vous quitter, chers amis. Oui, nous on va. Déjà, il est très tard en vérité. Il est déjà 20h. Il est déjà 20h. Est-ce qu'il y a une dernière question à laquelle je pourrais répondre? Et sinon, je vous laisse en excellente compagnie avec Thibaut Massard. Non, mais justement, tu as raison. Il est un peu tard. On a un dîner avec les collègues. Là. Ah, bah alors voilà. Allez, Raphaël. Alors, il y avait Blanchon. Bonsoir, messieurs. Blanchon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Déjà, merci pour la présentation. Et j'avais juste une question. Moi, je viens d'un master qui est à Nanterre, master droit public financier, du coup, qui se rend plus vers des finances publiques. Et je me suis rendu compte au cours de mes stages que je voulais travailler de l'autre côté, donc faire véritablement du droit fiscal. Et j'ai une question, est-ce que vous trouvez ça pertinent, malgré tout, dans ma candidature et dans mon dossier, de vous présenter mes notes typiquement droit budgétaire ou finances publiques, en plus des notes de fiscal, bien évidemment, qui donc, est-ce que pour vous, c'est une plus-value? C'est pas forcément une surtout en finances publiques, mais toute cette pause, il faut que vous nous présentiez toutes vos notes, bien sûr. Très bien. Et j'ai une deuxième question. On a un stage, nous, à effectuer, du coup, sur la période estivale, donc qui varie entre 3 et 4 mois. Je ne l'aurais pas encore réalisé au moment de candidater et de constituer mon dossier. Est-ce que malgré tout, à partir du moment où j'ai un stage et que c'est acté, vous pensez que c'est nécessaire du coup de le présenter, de préciser où j'ai fait? Bien sûr. Il faut absolument le mettre d'abord parce qu'on vous pose la question. Qu'est-ce que vous faites pendant l'été? Très bien. Donc, mettez bien dans un élément très important. C'est un élément très important. Mettez dans votre dossier le stage anticipé pour l'été 25, bien sûr. Très bien, je le ferai. Merci beaucoup. Si vous êtes en train de préparer le CRFPA, si vous faites un stage, évidemment, parce que ça, c'est des éléments fondamentaux. Oui. Les stages, chez nous, un stage, c'est très formateur. Mais encore faut-il faire un bon stage. Oui, évidemment. Ok, merci beaucoup. Bien. Merci. Écoutez, Emmanuel, on va te libérer. On va peut-être d'ailleurs vous abandonner tous. De toute façon, nous, on est assez facilement joignables. Emmanuel Dean et Thibaut Massard, vous avez nos adresses mail. C'est toujours @dauphine.fr. Pour aller plus vite, on ne met même pas PSL chez nous. Vous mettez dauphine.fr, ça nous arrive directement. Et c'est sûr qu'on vous invite plutôt, puisque vous êtes là ce soir, mais quand vous aurez envoyé vos candidatures, au moment où il y aura la fin des candidatures, généralement on est obligé de regarder les dossiers tout de suite, au moment de la fin des candidatures, renvoyez-nous un petit mail en nous rappelant, j'étais à votre réunion on est le combien, le 6, c'est ça, du 6 février, on a bien apprécié, nanana, et puis voilà. Donc, on a déposé notre dossier, on vous confirme qu'on a bien déposé notre dossier. Bon, c'est sûr que c'est mieux de faire ça que rien. Oui, ça va nous rappeler votre présence aujourd'hui et donc nous rappeler qu'effectivement, a priori, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes plutôt motivé. Donc, comme on aime bien les étudiants motivés, c'est toujours évidemment un plus. D'accord ? Écoutez, on voulait vous remercier tous. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour les sélections qui auront lieu. C'est toujours plutôt mi-juin pour les oraux de sélection. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.